Bonjour, je peux vous le dire, 2 fois sur moins d'un mois, je suis revenu de loin, de très loin, et pourtant sans passeport sanitaire ni Covid. Cela justifie le grand silence que vous avez constaté et dont je vous prie de m'excuser. Mais comme vous le voyez, je suis là, fidèle au poste, et je vais avoir plein de trucs à vous raconter. Alors, au programme de cette vidéo, on va commencer par une surprise éducative, on va appeler ça comme ça, et se poser les questions. Grosse manipulation hors note, complotisme hors note, disparition de nos libertés ou fin du tunnel en perspective, que faire? On va se poser d'autres questions édifiantes qui seront à méditer et aborder des sujets d'actualité, mais ce ne sera pas tout, car vous allez découvrir une foule de choses, également en rapport avec les activités du CERPI, c'est-à-dire le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués. On va procéder par ordre et méthode, car on a un programme chargé, et ce qui va suivre devrait plaire au Sherlock Holmes qui sommeille en vous. J'espère que vous êtes en forme pour détecter les arnaques et les informations subliminales. Oui, vous le savez maintenant, le contexte nous y oblige, et il faut beaucoup tourner autour du pot pour expliquer le poteau rose. On va poser une première base. Pour ce qui est de la grosse manipulation, on pourrait considérer comme particulièrement osé de ma part de le prétendre encore, puisque je déplore un nombre important de cas survenus dans mon entourage professionnel et pas que, une collègue dans le coma, 2 autres qui ont été atteints du virus et en ont subi des symptômes plutôt déplaisants, un membre de la famille qui est décédé, un autre collègue de travail dont le fils a été atteint 3 fois par la vilaine bébête, la première par le virus de base, dirons-nous, la deuxième par l'un de ses variants, et la troisième par la Kawasaki avec en plus développement de problèmes moteurs divers. À cela, on pourrait ajouter la situation dramatique de l'Inde avec ses centaines de milliers de cas et ses allures de décatombe et pas mal d'autres trucs encore. Pour ce qui est du complotisme, je vous laisserai prendre connaissance de la surprise dans le contenu de cette capsule qui, fidèle à mes habitudes, se présentera aussi un peu sous la forme d'un sketch, un sketch d'un genre nouveau, à la fois énigme et solution, révélation et anecdote, et le tout enrobé d'humour. Il sera ici aussi question de satanisme et d'êtres maléfiques, d'investigations dont le CERPI a le secret, de trucs complètement déboussolants qui méritent sans doute de vous armer d'un gros paquet de pop-corn et de quelques canettes qui vous permettront de faire passer la pilule rouge ou bleue, selon le cas, c'est vous qui choisirez. Alors, quelques petits conseils d'usage avant de passer au générique. Enregistrez et partagez dès maintenant cette vidéo car on peut prédire si elle ne tiendra qu'à un fil parce que certains prendraient la mouche ou si elle va se mettre à régner sur la toile. N'oubliez pas les pouces bleus, à ne pas confondre avec les mariés alcooliques. Dans le premier cas, c'est favorable au référencement. Dans le second, comme le disent les agriculteurs, il n'y a même plus besoin de labourer. N'oubliez pas de vous abonner, principalement si vous vous appelez Joshua, parce que Joshua abonné, ça sonne bien, et c'est justement l'occasion d'activer la petite cloche, après quoi, il ne vous restera plus qu'à mettre vos commentaires dans la zone ci-dessous. Allez-y, c'est parti, générique. Désormais, et à partir de dorénavant, vous devriez le savoir, lorsque l'on parle de notre coco, il convient de tout relativiser. Tout dépend en effet bien souvent de la manière dont on présente les choses, et si vous regardez fréquemment certains types d'émissions, vous l'aurez sans doute remarqué par vous-même. En l'occurrence, sans que vous le sachiez, je viens de vous faire une petite démonstration de déformation de l'information que je vais éclaircir pour vous. Je viens en effet de vous décrire un tableau plutôt noir foncé de ce que j'avais vécu récemment, et une très grande partie de ce que je vous ai dit est parfaitement exacte. J'ai bel et bien une collègue de travail qui s'est retrouvée dans le coma suite au Covid, et j'ai omis de vous signaler qu'elle en était sortie, au même titre qu'elle est sortie de l'hôpital. Elle est aussi sortie d'affaires, et parlant de sortie, elle pourrait même maintenant aller au restaurant, en terrasse, d'accord, mais c'est assez terre-à-terre de le dire, c'est toujours mieux que d'être terrassé. Bon, alors d'accord, s'incruster en terrasse pour y déguster des crustacés, surtout si les terrasses sont lacustres, c'était l'occasion de sortir une phrase tarabiscotée qui permet quand même de passer des crustacés à la biscotte et du lac à la plage pour vous avertir que même les cuistax. Ok, ok, on se calme. Je vous ai aussi parlé de 2 collègues qui étaient atteints du virus, et c'est vrai, mais je ne vous ai jamais dit lequel. Dans le feu de l'action, c'est vous-même qui avez supposé qu'il s'agissait de celui du Covid. Vous voyez comment la présentation permet d'induire des idées sans même les prononcer, simplement parce que dans le contexte que nous vivons, on généralise volontiers. Cela dit, c'était bien du Covid dont il s'agissait quand même, et donc je ne vous ai pas menti. Mais je vous ai aussi dit qu'ils en avaient subi des effets déplaisants. Mais je ne vous ai jamais dit qu'ils étaient morts, ni même hospitalisés. Et en fait, l'un dans l'autre, ils se portent maintenant bien. Je veux dire, l'un sur l'autre, puisqu'ils se portent et même se supportent, mais peu importe. Je vous ai aussi parlé d'un membre de la famille qui était décédé. C'est encore vrai.
Mais cela remonte maintenant à plusieurs mois et cette personne est toujours aussi décédée qu'avant. Ça n'a pas changé entre-temps et encore une fois, c'est vous qui avez compris que c'était récent. C'est une façon comme une autre de présenter les choses comme s'il y avait eu deux décès alors qu'il n'y en avait qu'un. D'où l'importance, lorsque vous recevez une information, de bien contextualiser. À ce propos, je vous disais déjà il y a quelques mois de cela, de faire attention à la présentation de certains chiffres et nombres relatifs à la pandémie, dans notre pays en tout cas, c'est-à-dire en Belgique, mais le même principe peut s'appliquer partout. Alors, j'explique brièvement et avec un exemple tout simple, facilement contrôlable et parfaitement exact, c'est inattaquable, il n'y a pas de lézard, mais beaucoup s'y laissent prendre. Ainsi, si vous recevez la newsletter de RTL Info, vous pouvez de temps en temps prendre connaissance des chiffres relatifs à votre commune, celle dans laquelle vous résidez. Et vous verrez que ces chiffres ne cessent de grimper alors que tous les indicateurs sont en baisse. Le nombre de contaminations, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes en soins intensifs, le nombre de décès et même le nombre de nombres avec les pourcents. Parce que, j'allais oublier de vous dire, il y a un truc que j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre, c'est quand on voit que le nombre d'entrées diminue et que le nombre de sorties augmente, mais quand on regarde cela, l'on indique des pourcentages négatifs. Cela voudrait-il donc dire que par comparaison, il y a eu moins de personnes en plus qui sont sorties, ou plus ou moins que la différence de pourcentage par rapport au précédent a diminué. Soit, revenons-en à nos moutons. Si vous vous basez sur ces nombres en perpétuelle augmentation, vous risquez de vous dire que la situation dans votre patelin devient catastrophique. Et peut-être est-ce bien le cas. Mais le problème vient simplement du fait que, comme beaucoup, vous êtes directement allé voir le résultat de votre localité dans la liste et que vous avez sauté le petit paragraphe qui précède, dans lequel on vous explique qu'il s'agit du nombre total de personnes comptabilisées depuis le tout début de la pandémie et que parmi celles-ci, la plupart sont guéries, rentrées chez elles, et vous qui vous blindez dans votre appart en regardant les gens qui passent par la fenêtre, je veux dire en regardant par la fenêtre les gens qui passent, dites-vous bien qu'une partie des personnes comptabilisées circulent devant vos yeux comme le virus, d'accord? Sauf que lui, vous ne le voyez pas, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les chiffres en question sont bien réels, ils ne mentent pas, ils ne sont pas gonflés, du moins pas ceux-là, mais ils vous donnent une impression négative parce que vous avez été trop vite. Et ne vous inquiétez pas, au début je suis tombé aussi dans le panneau, comme les copains. Moralité, il faut se dépêcher de se hâter lentement parce que sinon vous risquez d'augmenter la diminution de l'accélération ou de diminuer l'augmentation du ralentissement. Maintenant, pour en revenir à cette personne décédée dans la famille, est-elle morte du Covid? À ce sujet, il subsistera toujours un doute puisque même le chirurgien nous a dit que cela dépendait de plusieurs facteurs. Bon, il nous a aussi dit de ne pas déposer plainte contre la poste parce qu'on passerait pour des timbrés. Mais cela dit, nous ne sommes toujours pas affranchis. D'autant que s'agissant d'une embolie, on peut toujours parler d'oblitération. Sur le plan du vocabulaire médical, c'est aussi valable que sur le plan philatélique, inattaquable. Sauf qu'une fois de plus, vous voyez comment on peut jongler avec les mots pour leur donner une signification pseudo-fallacieuse ou exactement trompeuse. Je continue mon petit travail de faux journaliste pour évoquer maintenant le cas de ce collègue dont le fils a subi 3 fois le Covid. Pour la première infection, rien à redire, sauf que c'est plutôt rare chez les enfants, mais rare ne signifie pas que ça n'arrive jamais. Pour le deuxième cas, je ne peux pas me prononcer car en réalité, je ne dispose pas d'assez d'éléments. N'y a-t-il pas eu d'anticorps à cause d'une défaillance du système immunitaire? Un variant était-il bien en cause? A-t-on pu confondre avec les symptômes d'une méchante grippe? Remarquez que ce n'est qu'une question et que celles-ci ne peuvent pas être incriminées puisqu'il ne s'agit pas d'affirmation, simple rappel du principe juridique. Alors pour répondre à cette question, eh bien, la réalité c'est que je ne sais pas. Beaucoup trop de journalistes relayent des informations sans les vérifier, en faisant pratiquement de simples copier-coller. Remarquez que je ne généralise pas pour autant, hein, mais le principe existe indubitablement et vous pouvez le vérifier par vous-même. C'est parfois exactement le même texte qui apparaît sur différents supports. Donc, je vous ai fait un effet d'annonce, sauf que dans le cas présent, je l'ai rectifié, mais ce n'est pas ce que tout le monde fait. C'est ici que je vous rappellerai cet article dont le titre a été pour le moins racoleur en ce qui me concerne, puisqu'il disait Angèle a survécu au coronavirus, et elle ajoutait, là c'est un Dixit si vous voulez, je l'ai échappé belle et je suis toujours là. Alors vous comprenez, quand j'ai vu ce titre, comme je suis un fan d'Angèle, la jolie chanteuse blonde à succès, la sœur de Roméo Elvis, j'ai cliqué tout de suite. Bah oui, on est blondophile ou on ne l'est pas. J'ai mordu à l'hameçon, j'étais ferré, comme le disait Léo. J'ai donc cliqué pour avoir plus de détails,
C'est là que j'ai vu qu'Angèle était en fait une centenaire dans une maison de repos. Mais les personnes qui se contentent du titre et qui n'ont pas été voir les détails se sont sans doute lamentées que leur idole ait souffert du terrible virus, et sans doute en auront-ils parlé à d'autres, créant du même coup une information virale et fausse. Oui, mais me direz-vous, qu'en est-il pour le troisième cas? Alors, pour la troisième fois que j'ai présenté l'atteinte de l'enfant, j'ai utilisé la phrase la troisième par la Kawasaki avec en plus développement de problèmes moteurs divers. C'était une façon de vous arnaquer en citant la Kawasaki comme si l'on parlait de la maladie. Ce qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille, c'était le développement de problèmes moteurs et divers. Ben évidemment, chacun sait qu'en hiver, n'importe quel moteur peut connaître des problèmes. Cela dit, je ne vous ai quand même pas menti, car il s'agissait bien de la maladie de Kawasaki. Sauf que je ne peux me baser que sur le témoignage de mon collègue, lequel n'est pas plus médecin que moi, qu'il n'est pas rentré dans les détails, et il n'a aucune raison de me mentir. La pirouette réside dans le fait que les gens, faute de documentation adéquate et de lecture, démarrent au quart de tour, si j'ose dire. Vous pourrez vérifier par vous-même, au moyen de la référence que je mets dans le descriptif ci-dessous, que la Kawasaki, je parle de la maladie, n'entraîne pas ou peu de problèmes moteurs. Donc, si on disait problèmes moteurs divers, cela signifiait qu'il y en avait plusieurs et cela devenait hautement improbable. Maintenant, bien sûr, si la littérature médicale signale 2 problèmes moteurs au moins, étant donné qu'à partir de 2 c'est le pluriel, tout pourrait être à revoir. Sauf que bien souvent, un seul problème moteur suffit en hiver pour ne pas démarrer. En fait, il est surtout question de problèmes cardiaques, ce qui nous recentre sur le cœur du problème. Bon, alors vous aurez peut-être remarqué certaines baisses de courant. Il faut simplement savoir qu'il y a pour le moment de l'orage et j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Reprenons donc, nous en venons maintenant au problème de l'Inde qui a surnagé dans tous les journaux télévisés pour décrire la situation dramatique que l'on sait. À ce propos, je vous ai dit, à cela on pourrait ajouter la situation dramatique de l'Inde avec ses centaines de milliers de cas et ses allures de d'hécatombe. Il y avait là une formulation que les plus subtils auraient pu déceler, une redondance inutile, le tout commençant par un principe désormais bien connu. En effet, on parlait de centaines de milliers de cas, ce qui n'est pas faux, mais on sait aussi que les cas ne représentent pas forcément des morts. Ensuite, il y avait ce balbutiement comprenant à la fois le de et le d apostrophe précédent hécatombe, donc cela donnait de l'hécatombe. Phonétiquement, ça marche plutôt bien dans le contexte si on va assez vite, mais le cas échéant, cela ne présentait pas une hécatombe, mais bien une décatombe, un terme qui n'existe pas, mais qui voudrait dire un ensemble de 10 tombes, ce qui est évidemment beaucoup moins. Alors, je ne prétends pas qu'il n'y a pas eu de mort en Inde, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de tragédie dans ce pays, ce n'est pas mon propos. Mais il faut quand même relativiser ici au moins un peu et prendre conscience de ce que l'Inde est l'un des pays, c'est même le pays le plus peuplé du monde, avec environ 1,8 milliard d'habitants. Parmi ceux-ci, beaucoup vivent dans la misère, la précarité, la pauvreté, le manque d'hygiène et n'ont pas toujours accès aux soins. Beaucoup meurent de faim et n'ont même pas besoin du Covid pour mourir, même si ce dernier n'arrange évidemment pas les choses. Souvenez-vous des premières images que l'on montrait des rues de Wuhan jonchées de cadavres et où des lanceurs d'alerte peut-être un peu bidons ou peut-être de réels informateurs d'une épidémie beaucoup plus mortelle que celle que l'on voulait bien nous présenter. Souvenez-vous aussi que l'on ignorait s'il s'agissait bien de cadavres ou de SDF. Tant que l'on y est, figurez-vous qu'il n'y a pas qu'en Chine que des gens dorment dans la rue et pourraient être pris ou présentés comme des cadavres. C'est vrai pour pratiquement tous les pays et il n'y a aucune raison que l'Inde fasse exception. Et rappelez-vous par la même occasion que la Belgique, qui ne peut en aucune façon soutenir la comparaison avec l'Inde au niveau de la population, a pourtant connu beaucoup plus de victimes que la Chine. Maintenant, voyons les choses autrement. La Belgique, 11 millions d'habitants, environ 25 000 morts. La France, 67 millions d'habitants, 108 000 morts, tout du moins au moment où je préparais cette vidéo. L'Inde, 1,8 milliard d'habitants donc, 304 000 morts. Ça vous fait penser à quoi? Sur un plan très superficiel, cela ferait penser à une distribution plus ou moins proportionnelle au niveau démographique.
Et si on procède rapidement et grossièrement à quelques calculs comparatifs, on s'aperçoit que si l'on essaye d'appliquer un modèle mathématique, plus le pays est grand et peuplé, et plus il devrait être susceptible d'avoir connu plus de morts que ce qui s'est passé en réalité. Exemple, 25 000 morts pour la Belgique, laquelle a 6 fois moins d'habitants que la France. Multiplions donc 25 000 par 6, on obtiendrait 150 000 morts, là où on n'en compte que 108 000. Enfin, la France a 27 fois moins d'habitants que l'Inde, multiplions donc ces 108 000 par 27 et on obtient 2 916 000. Selon ce modèle mathématique, l'Inde aurait donc dû avoir 10 fois plus de morts. On peut donc en conclure que ce modèle strictement mathématique n'est pas valable, ou que les hindous l'ont échappé belle, mais plus vraisemblablement qu'il faut tenir compte des configurations respectives, la densité de population, le niveau de vie, la qualité des soins, peut-être la gestion du milieu hospitalier, ou de la pandémie sur le plan politique, etc. Et là justement, je me suis hérissé lorsque j'ai appris que l'Occident, dont la Belgique, via l'Union européenne, avait envoyé un nombre important de doses de remdesivir afin de venir en aide à l'Inde. J'ai failli achoper sur ce bout de phrase afin de venir en Inde à l'aide. Bon, allô Alain, tu viens en aide à l'Inde et comment va Alain? Était-ce vraiment là toute l'aide qu'elle pouvait espérer si l'on se base sur le fait que le principe actif de question, en plus d'avoir un coût prohibitif, n'aurait aucune efficacité sur le Covid-19, mais qu'en plus le produit présenterait des toxicités au niveau néphrologique, sans compter qu'une hypothèse formulée par le docteur Raoult, mais pas que lui, voudrait que le remdesivir serait aussi mutagène. Alors, personnellement, n'étant pas médecin, je ne peux rien que m'affirmer de tout ce qui vient d'être énoncé, j'ose seulement espérer que l'on n'a pas commis une énorme boulette. Il y a une autre question que je me pose. Il est de notoriété publique qu'il n'existe aucun traitement efficace contre le Covid. Pourquoi a-t-on donné du remdesivir à l'Inde? Je suppose en effet que si l'on donne un remède à quelqu'un, c'est qu'on le suppose adéquat. Or, selon le discours bien connu désormais, la seule porte d'issue à la crise serait le vaccin. Aurait-on donc sciemment donné un traitement inefficace à un peuple vivant une tragédie? Pire, s'il est vrai que les effets du remdesivir seraient bien ceux que l'on dit, et que je vous ai exposé sous la forme d'hypothèse, mais une hypothèse maintenant souvent confirmée par des médecins eux-mêmes, quel était le but de la manœuvre? Et il y a pire encore, du moins si l'on en croit certains narratifs que j'ai trouvés sur le net, et vous savez comme moi que le net n'est pas toujours très net. Eh bien, il semblerait que l'Inde disposait bien de vaccins, mais que son gouvernement se serait surtout employé à les distribuer à d'autres pays. Alors là, c'est aussi une stratégie et une logique qu'il faudrait m'expliquer. Et comme le dirait Renaud dans mon HLM, ça mettrait des plombes. Donc on dispose de l'unique clé du problème, mais on s'en débarrasse dardard, comme le diraient les abeilles, de la ruche, et même de l'autruche, en échange d'un truc qui est bancal et pour des raisons bancaires. Il y a de quoi devenir antiquaire, même si on n'est pas égyptien. Pour rester totalement objectif, d'après mes recherches, l'Inde connaîtrait à présent une nette régression du nombre de contaminations, et je m'en réjouis. La situation serait pourtant encore très préoccupante. Mais est-ce que vous entendez encore beaucoup parler de l'Inde dans les journaux télévisés? Est-ce que cela voudrait dire que l'on mettrait surtout l'accent sur les choses qui vont mal? Et il est bien connu que les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Ne s'agirait-il donc pas d'une récupération opportuniste destinée à alimenter le climat de peur, une peur qui tomberait à point nommé dans un contexte de politique vaccinale? Mais somme toute, suivant le principe que je viens de vous exposer, celui des trains qui arrivent à l'heure dans l'indifférence générale, cela ne veut-il pas aussi dire que les grands médias font leur business en fonction des besoins de leur auditoire? Autrement dit, s'ils veulent capter l'attention, ne leur faut-il pas justement présenter des catastrophes, des cataclysmes, des cataplasmes, des castafiores et des cassatchocs? D'une certaine manière, ne font-ils pas aussi un peu ce qu'on leur demande ou ce que l'on attend d'eux et qui semble un peu malsain? Finalement, même si tout le monde s'accorde pour dire que l'on écouterait aussi volontiers quelques bonnes nouvelles, pas vrai? Bon, parmi ces nouvelles, certaines semblent paradoxales. On ne sait pas trop où les caser, bonnes ou mauvaises. Ainsi,
En Belgique, depuis plusieurs jours, les forces de l'ordre sont sur les dents depuis qu'un certain Jürgen Konings a fait parler de lui en menaçant un virologue, Mark Van Ranst, pour ne pas le citer, mais il ne serait pas le seul, il serait une dizaine à se trouver sous haute protection rapprochée, et surtout en disparaissant dans la nature. Bon, alors là, je parle de Jürgen Konings, mais pas des virologues, tout en étant lourdement armés. Bon, excusez du peu, certains parlent d'armes de guerre, de mitraillettes et même de lance-roquettes. Le fugitif serait un militaire instructeur ayant participé à plusieurs missions à l'étranger, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, en Syrie, que sais-je. Cette personne a été qualifiée de terroriste et aurait des accointances avec l'extrême droite. Bon donc, en principe, tout ça ne semble pas très positif, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pourtant, après quelques jours de traque, alors que la forêt où le dénommé s'était apparemment réfugié faisait l'objet d'une surveillance menée par des centaines de policiers et de militaires, il y avait même des blindés, c'est tout dire, et pourtant donc, une partie de la population s'est mise à le considérer comme un héros, à lui exprimer de la sympathie, voire son soutien, par des marches de soutien, no license to kill, c'est-à-dire pas d'autorisation de tuer, parce que apparemment les militaires auraient reçu l'autorisation de l'abattre, c'est à vérifier ça, mais est-ce que, le cas échéant, ce ne serait pas allé un peu vite dans l'extrême? Alors il y avait aussi un compte Facebook, au moins, lequel aurait rapidement compté jusqu'à 44 000 membres avant d'être fermé, comme on pouvait s'y attendre. Mais comment expliquer ce paradoxe? Alors, faire du complotisme, ce serait par exemple prétendre sans preuve que le dit Jürgens Konings, caporal ayant servi dans la police militaire, en saurait plus, peut-être beaucoup plus que la personne lambda, à propos de la gestion de la pandémie. Et, par exemple, il saurait, lui, que les militaires disposeraient de stocks importants d'hydroxychloroquine ou de tout autre principe soi-disant correct, on va dire ça comme ça, hein, puisque vous savez que normalement, j'ai déjà dit, mais bon, il n'y a aucun produit qui peut aller contre la Covid, et donc qui leur serait réservé pour les soigner en cas de contamination. Ils seraient au courant de certaines manœuvres politiques, de certains arrangements intergouvernementaux, de certains mensonges qui ont été proférés à la population, et donc quelque part, les militaires seraient les gardiens malgré eux. Il saurait notamment certaines choses sur les vaccins. Bon, je l'ai dit, tout ça serait du complotisme, et pour ma part, ce n'est pas ce que je prétends, pour la bonne et simple raison que je n'en sais rien. Cela n'empêche pas certaines personnes d'y croire, à tort ou à raison. Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Hein. Toujours est-il que, pour le moment en tout cas, l'individu, bien que considéré comme terroriste, n'a encore somme toute commis que le délit de vol, d'armes en l'occurrence, ce qui leur donne déjà une bonne partie de son côté sulfureux à l'affaire, et proférer des menaces. Bon, il s'est aussi absenté de son travail sans vraiment de justification valable. Je ne pense pas qu'il ait remis un certificat médical, et le cas échéant, j'espère pour lui qu'il est en sortie autorisée. Donc pour le moment toujours, il s'agit quelque part, et si l'on ose dire, d'un gentil terroriste, dans la mesure où il n'a encore tué personne, qu'il n'a rien fait exploser, qu'il n'a pas pris d'otage. Et pourtant, il y a une forme de syndrome de Stockholm. Il a nargué les autorités, et ça plaît à beaucoup de gens. Tout simplement parce que beaucoup ne les aiment déjà pas à la base, mais en plus, ces mêmes autorités nous en ont aussi fait baver pas mal ces derniers temps. On considère donc son escapade un peu comme un juste retour des choses, le fait d'un redresseur de tort, un Zorro ou un Robin des Bois, celui qui enquiquine les enquiquinants, tout ça pour rester poli. En plus des sympathisants de l'extrême droite, qui se seront presque automatiquement ralliés à sa cause, j'ai envie de dire, par réflexe ou par affinité, une partie de la population aura donc fait de Jürgen Konings le symbole de la réaction du peuple, la concrétisation potentielle de ce qu'une partie de la population rêverait de pouvoir faire sans en avoir les moyens ou le courage, ou les deux. Ferait-il peur à Mark Van Ranst? Certains diraient quelque chose comme la peur a changé de camp, et il s'en féliciterait. Alors, pour faire dans le politiquement correct, je dirais que je me moque bien de la politique, que je suis extrêmement contre tout extrémisme et que je ne cautionne pas les agissements de l'individu, je ne fais qu'apporter mon analyse personnelle de la question sur un plan criminologique. Alors, sur un plan plus général, ceux que l'on nommait hier les complotistes ont aujourd'hui de quoi se payer
leur moment de gloire, en ayant énoncé sans faillir la quasi-totalité de ce que nous vivons et découvrons au quotidien. L'hypothèse de l'accident de laboratoire à Wuhan, qui aura été à l'origine de la pandémie, qui aurait été à l'origine de la pandémie, faisons la rectification, eh bien, ça revient sur le tapis après avoir été descendu en flammes. Et dire que l'on démontrait avec tant de conviction le bien fondé de l'hypothèse de la zoonose entre une chauve-souris et un pangolin. Il ne fallait pas être grand détective pour prévoir l'arrivée express d'un vaccin salvateur. Celui-ci n'est plus à nos portes, il est invité dans nos chaumières. On a bien ri de nous lorsque nous évoquions le livre 1984 de George Orwell. Pourtant, le monde que l'on nous propose y ressemble bien plus, et de même de plus en plus. Même chose pour Huxley, son meilleur des mondes. On sait bien secouer le bide lorsque nous parlions de dictature sanitaire d'abord, de dictature politique ensuite, et que s'est-il passé? Est-ce que nous n'y sommes pas arrivés? D'ici peu, le mode de vie dans nos pays occidentaux ressemblera à s'y méprendre à celui de la Chine. On va nous vendre des clés vers des libertés dont nous bénéficions déjà. Bien sûr, nous serons libres d'aller où nous voulons, au cinéma, au théâtre, au restaurant, au café. Nous pourrons prendre l'avion, le train, le bateau, le bus ou le métro, et on fera des trous, des petits trous et toujours des petits trous dans nos passeports sanitaires, mais surtout de grands fossés dans nos libertés. Pas de vaccin, pas vacciné, pas de Walt Disney. Pas de vaccin, pas de clavecin. Pas de Pfizer, pas de croisière. Pas de Moderna, pas de Gargantua. Pas vacciné, pas transporté. En Suède, bon nombre de personnes partent travailler et payent leur train en présentant simplement leurs mains au contrôleur Delilah qui scanne leurs papates armés d'une puce RFID. Eh bien non, ce n'est plus de la science-fiction, ni une originalité marginale. Cela entre dans les phénomènes de mode qui s'étendent progressivement, subrepticement, mais sûrement. Moi qui pensais naïvement que l'on ne pucerait que les animaux, nous voici tombés bien bas. Oh, me direz-vous, cela ne concerne que la Suède. Eh bien, détrompez-vous. Ce genre de procédé existe aussi en Belgique. Dans les transports en commun, cette puce se trouve encore toujours dans une bande magnétique, se trouvant dans une carte. Il n'y a plus moyen de faire autrement. Vous ne pouvez plus acheter de tickets dans le bus, et ce depuis déjà des mois et des mois. Résultat, une grande partie de la population dispose maintenant forcément de cette puce, pas encore intégrée à notre entité physique, d'accord, mais cela viendra, soyez-en sûrs. Ou bien vous irez à pied. On est occupé de nous forcer la main et vous aurez beau faire de vos mains sauveront bientôt vos pieds. Ce ne sera pas le pied et c'est pour demain. Quant à la puce, certains en disposent déjà pour entrer en discothèque. Elles sont fermées, me direz-vous. Oui, mais leurs mains ont déjà été ouvertes. Chez nous, ce n'est pas encore très répandu, ce principe donc de la puce RFID, sauf si l'on accepte certaines sociétés qui proposent déjà ce principe à leurs subordonnés à la place de la traditionnelle carte de pointage. Ouais, je ne résiste pas à vous raconter cette petite anecdote vécue dans mon bus pas plus tard qu'aujourd'hui. Or donc, une dame vient me trouver et se plaint de ce que sa carte de transport n'est pas reconnue par la borne extérieure. Au début, je pense simplement que, comme ça arrive parfois, le matériel connaît une défaillance. Mais en fait, elle m'explique qu'elle vient d'un autre réseau de transport en commun et que sa carte n'est donc pas reconnue pour cette raison, mais qu'elle devrait faire une autre carte adéquate pour le réseau en question, ce qui lui imposerait de communiquer toutes ces coordonnées personnelles à la société et ce qui l'énerve profondément pour des raisons de confidentialité que l'on peut facilement comprendre. En même temps, le mouton classique dirait mais si cette dame n'a rien à cacher, pourquoi ça la dérangerait-elle? Eh bien, les choses ne sont toutefois pas si simples. Pour se mettre en règle, cette dame devrait aller dans la ville mère pour s'inscrire. Gênant et chronophage si on ne doit faire qu'un trajet, exceptionnellement, parce que d'habitude elle ne prend pas le bus. Ah, ben oui, madame, désolé, mais depuis le Covid, on ne fait plus de ticket de dépannage. C'est le ticket classique pour un seul voyage. Et c'est là que cette dame m'explique, presque comme si elle s'excusait, qu'elle vient de Bruxelles, et le courant passe directement entre nous deux, surtout qu'elle est blonde, lorsque je lui dis que c'est aussi ma mère patrie. Bon, là je parle de Bruxelles, pas de la blonde. Elle me dit que c'est tout de même ralent, alors que l'on préconise de favoriser les transports en commun, ce que je ne peux qu'admettre, même si ce n'est pas de ma faute. Je lui demande alors de voir sa carte afin d'aller à la recherche d'une incompatibilité quelconque, et quelle n'est pas ma surprise de voir que la personne en question appartient à la zone de police de Bruxelles. Eh oui, je suis devant une fliquette qui se plaint du flicage. Remarquez, pour être complet, que cette fliquette aurait pu prendre une carte complètement anonyme. Ça existe.
Sauf que pour cela, elle aurait dû se rendre dans un point de vente et préacheter ainsi 8 voyages. Alors évidemment, ça fait fonctionner le commerce, et en procédant ainsi, on obtient une sérieuse réduction sur les voyages achetés. Mais si on n'a besoin que d'un trajet, ça fait cher quand même. Dans la situation actuelle, à l'aube du pass sanitaire, du coronapass, avec l'abondance de personnes disparues que vous pouvez contrôler par vous-même si vous êtes abonné aux nouvelles de la police fédérale comme je le suis, et c'est à la portée de tout le monde, avec les éléments dont toute personne peut à présent facilement disposer et contrôler, vérifier, malgré la censure, il est facile de comprendre que la période de test est terminée depuis longtemps. Le conditionnement de la population a déjà eu lieu et il se poursuit sans relâche. Préparé de longue date et non pas seulement à partir de décembre 2019, mais bien au moins depuis 30 ans, ce qui correspond bizarrement à la chute du mur de Berlin, laquelle a bel et bien été un élément déclencheur ou l'un des éléments déclencheurs de tout un processus. Toute l'argumentation à ce propos se tient parfaitement, tant sur le plan politique que financier, militaire, scientifique, historique, idéologique, logique tout court aussi d'ailleurs, et son développement peut également se trouver sur le net avec un luxe de détails. L'arrivée du nouvel ordre mondial n'est plus une lubie de complotistes, mais une réalisation clairement annoncée de manière très explicite par nos dirigeants. Je citerai notamment Sarkozy, que j'ai tendance à confondre avec Skorzeny, mais lui c'était un officier allemand durant la Seconde Guerre mondiale, et qui a collaboré ensuite avec le Mossad contre les pays arabes. Le Grand Reset déploie indubitablement ses ailes. Notre société, très malade, est sinon en voie d'extinction, du moins en cours de restructuration, mais on ne retrouvera jamais plus le monde d'avant, ce qui à certains égards est peut-être mieux d'ailleurs. Ce qui va se passer est facile à prédire et se voit comme le nez au milieu de la figure. Après l'explosion de la pandémie et la première vague, la deuxième et la troisième, l'arrivée des variants et les mutations, il y aura probablement un Covid-21 ou son équivalent qui incitera les derniers récalcitrants à entrer dans la norme. À partir de là, au vu des informations dont nous disposons, tout est possible, mais on peut aussi craindre le pire. Le tout est de savoir sous quelle forme exactement. On peut en tout cas imaginer que, sous principe de solidarité et de recherche de ses libertés, la population sera éternellement prise dans l'étau d'une menace virale, modulable, qui sera la vache à lait des laboratoires pharmaceutiques. Et nos libertés deviendront tellement conditionnelles qu'elles n'auront plus de liberté que le nom, ou le non-NOM si vous préférez, c'est-à-dire ce nouvel ordre mondial. Dans l'immédiat, malgré les pressions ou recommandations exercées en ce sens, il me semble permis de se demander pourquoi vacciner les enfants étant donné que le Covid-19 n'est pas une maladie infantile. Bon, on nous dit que c'est pour préserver la santé des plus âgés. Bon, pourtant, le discours concernant les infections des enfants n'a cessé de changer et d'aller d'un pôle à l'autre, d'un extrême à l'autre. Je ne vais pas me prononcer sur ce sujet. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas médecin, et encore moins virologue, mais plutôt me poser une question, puisque ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore permis. Si l'on se vaccine pour protéger les autres, est-ce que cela signifierait, vous voyez que c'est un conditionnel, que le vaccin ne protégerait pas la personne elle-même? Que devient donc le sens de cette formulation lorsque l'on sait que la grande majorité des personnes âgées sont maintenant vaccinées? Si le vaccin garantit la sécurité sanitaire des vaccinés, pourquoi doubler la mesure en ajoutant cette protection qui semble faire un double emploi? Est-ce que l'on pourrait être en droit d'imaginer que le but sous-jacent ne serait pas plutôt d'assurer une nouvelle tranche de patientèle, ou devrait-on plutôt dire clientèle? Encore une fois, il ne s'agit que de questions à propos desquelles je vous invite à vous renseigner et à méditer. Et encore une fois, je pourrais me tromper, bien sûr. Vous n'imaginez même pas à quel point je serais heureux de me tromper. Et là, jusqu'ici, j'ai eu raison sur tous les tableaux, et donc à 99%, le pourcent restant à venir, la grande inconnue, eh bien ça, on verra dans le futur. Tant que l'on est dans les invitations, je vous propose aussi de procéder à votre propre petite recherche quant à la vaccination en anneau. Pour l'instant, si mes renseignements sont bons, vous voyez que je suis prudent, il ne s'agirait encore que d'une recommandation. Et vous, qu'en pensez-vous? Et nous allons terminer cette capsule avec un sujet que vous attendez tous, celui des êtres maléfiques. C'est amusant. En citant ce mot, je suis convaincu que d'aucuns auront directement haussé les épaules en disant que ça n'existait pas. Pourtant,
au moins autant de personnes auront compris instantanément que cela existait assurément et qu'il n'était pour cela nul besoin de démons ou d'extraterrestres. L'homme avec un grand H s'y entend très bien tout seul pour faire le mal, pas vrai? On pourrait donc se demander si dans la grande théorie du complot dont certains font état, nous aurions vraiment besoin de milieux sataniques pour que tout s'articule autour d'un plan aux allures diaboliques. Et pourtant, encore une fois, nul ne viendra prétendre que ces fameux milieux sataniques n'existeraient pas. Sinon d'ailleurs, pourquoi la police aurait-elle fait tant de cas, lors de l'affaire Dutroux, des relents de sorcellerie qui circulaient autour d'Abrasax? Déjà, à ce moment, on évoquait des rituels très glauques, avec des sacrifices d'enfants et autres sévices dont il vaut mieux que je ne vous fasse pas la description, surtout si vous passez à table. Pour certains, toutefois, l'un n'empêche forcément pas l'autre, c'est même très opportun. Le satanisme est maintenant même devenu culte officiel aux États-Unis. Coïncidence peut-être, mais cela s'est passé peu avant le début de la pandémie. De là à ce que l'on puisse établir un lien de cause à effet, me direz-vous, il y a une marge? Ok. Pourtant, cela a aussi coïncidé avec de nombreuses mutilations de bétail, dont certaines sont mises à l'actif des extraterrestres. Quant à la police, elle n'exclut pas la piste des rituels sataniques. Alors, je vous parlais tout à l'heure de disparition humaine. Si vous contrôlez par vous-même, vous verrez qu'il n'est pas seulement question de personnes désorientées, hein, des personnes âgées sorties d'une maison de repos, ni de fugues d'adolescents. Ma question devient donc, que deviennent toutes ces personnes? À l'échelle inférieure, que peut-on dire de la disparition d'animaux domestiques? Dans mon patelin, le constat est affligeant. Comme par hasard, c'est un nombre assez incroyable de chats qui disparaissent. Ou bien sûr, certains se font tout simplement écraser par des automobilistes, et il existe des gens que tout dérange et qui ne se gênent pas pour les empoisonner. Les chats par les automobilistes. Il y en a d'autres qui s'égarent, comme on le dit à la SNCB. Cela dit, à plusieurs reprises, nous avons eu vent de personnes beaucoup plus indélicates qui se servaient de ces pauvres bêtes, soit pour qu'elles servent de cible à leur carabine à plomb, soit pour les torturer. Et comme par hasard, il s'agit majoritairement de chats noirs. Ah, c'est pas toi. Superstition quand tu nous tiens. Quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas question de satanisme en l'occurrence, il est bien question d'êtres maléfiques, c'est-à-dire qui causent du mal. Petite anecdote en passant, moi qui suis grand amateur de marche, j'ai constaté lors d'une dernière randonnée dans ma localité que je ne distinguais plus un seul ami de la miaou. Il n'y a pas si longtemps, il était impossible de faire un kilomètre sans en apercevoir au moins un, et bien souvent des dizaines. Cette fois, c'est le cas de le dire, il n'y avait pas un chat. Tous les minets seraient confinés. Les minets seraient confinés pour laisser sortir les biches que l'on considérerait avec dédain, et je suppose que vous comprenez quels sont les porcs que nous visons. Vous êtes-vous déjà demandé de quoi pouvait bien provenir l'étrange hybridation du bestiaire démonologique? En effet, la plupart des démons sont souvent représentés par des êtres pouvant avoir par exemple des pattes d'aigle, un corps de lion et une tête de singe. Mais c'est pas une raison pour confondre avec une belle-mère. D'accord. En plus, il en existe de charmantes. Si, en cherchant bien. Il faut bien chercher, mais il y en a. En fait, dans notre cas, il ne s'agit pas de belles-mères, il s'agit bien de moches chimères, lesquelles pourraient bien avoir fait l'objet d'expériences génétiques. Peut-être un peu comme il en était question lors d'abductions de personnes par des extraterrestres. On dispose de milliers de témoignages allant dans ce sens, et il est difficile d'imaginer qu'ils soient tous le fait d'affabulateurs, surtout à partir du moment où, en plus, les sujets ont pu faire état de la présence d'implants qui ont pu être analysés. Ce que les analyses ont décelé ne permettait pas de mettre en évidence des substances qui n'auraient pas été connues sur Terre, mais plutôt qui n'existeraient pas sur Terre dans les proportions découvertes à l'état naturel. Vous avez dit étrange? Il y a pourtant mieux. On dispose maintenant d'objets émanant d'ovnis. Oui, ces fameuses pièces de ces machines que je mets entre guillemets. Il est curieux aussi de remarquer à quel point leurs propriétés sont pour le moins inhabituelles, inattendues et intéressantes, au point de faire l'objet d'études scientifiques. Il faut ici que je rattrape en cours de route tous ceux qui auront vite fait de prétendre que les histoires d'ovnis sont des histoires de bonnes femmes. En disant cela, vous risqueriez de vous faire taxer de sexisme. Mais cela signifierait aussi que vous seriez complètement déphasé par rapport à l'actualité, car il y a déjà un bon bout de temps que le phénomène ovni
a été déclaré réel. Alors attention toutefois, cela signifie pour l'instant que le phénomène est réel, c'est-à-dire qu'il faut le prendre au sérieux, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait d'alcoolo en crise de délirium très mince, ce qui contrasterait avec l'obésité galopante et donc aussi le gros problème des chevaux, que ce n'est pas seulement des illusions d'optique, des phénomènes d'inversion de température, des blagues de potache ou d'illuminés ou encore d'autres adeptes de David Vincent ou des lanternes thaïlandaises. Cela veut dire qu'il y a donc quelque chose de préoccupant qu'il faut étudier parce que, après tout, il s'agit systématiquement de survol et de violation de nos espaces aériens et c'est bien aussi ce qu'avoue le Pentagone, excusez du peu. Il est maintenant temps que l'homme du peuple comprenne que l'ufologie n'est pas que le dada de Dadé Dodu. L'ufologie vient d'acquérir ses lettres de noblesse. Il était temps, oui je sais, petit navire, parce qu'il était temps, petit navire. Bon, ok. Mais ce que l'on a tendance à oublier, c'est que les débuts de l'ufologie ne remontent pas vraiment à 1947, avec l'affaire Roswell et Kenneth Arnold, autant d'affaires qui, par leur notoriété, masquent elles-mêmes bien d'autres cas, pour le moins troublants, datant de la même année. Il y a d'ailleurs eu un précédent à Roswell, parfaitement étouffé comme tant d'autres affaires. Ce n'était donc pas le premier crash d'OVNI, mais la différence, c'est que cela survenait en pleine Seconde Guerre mondiale. En fait, d'une certaine manière, les origines de l'ufologie remontent à la nuit des temps. De nombreuses références bibliques et historiques en font état, mais on a tendance à les oublier ou à procéder à l'amalgame. Alors je vous suggère de lire à ce propos les livres de Mauro Biglino, ex-traducteur du Vatican. Ça vous donnera des idées, notamment à propos de la génétique. Il va m'être difficile de faire passer l'idée qui est la mienne et que je serai donc obligé de vous induire de manière quasi subliminale, et ce pour plusieurs raisons dont voici les principales. Tout d'abord, faute d'en savoir plus, les ufologues ont bien été obligés d'émettre différentes hypothèses, lesquelles ont parfois tendance à s'entrecroiser. L'une des plus célèbres de ces hypothèses est bien sûr celle des extraterrestres, contre laquelle viennent se heurter l'anthropocentrisme et le scepticisme. Le scepticisme est certes de bon aloi à la base, car il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes, même si elles sont thaïlandaises, mais le problème de la preuve irréfutable se pose éternellement. En effet, si on se base sur des témoignages, on vous rétorquera que le témoignage humain est faillible, ce qui est le contraire de fiable. C'est d'ailleurs amusant sur le plan phonétique, faillible, fiable, cela sonne comme une antithèse, ce qui est dommage pour une hypothèse. Même un commandant de gendarmerie peut être victime d'une illusion d'optique. Même un général de l'armée de l'air peut être victime d'une hallucination, surtout s'il revient du mess des officiers. Mais même un poivreau peut assister réellement à l'atterrissage d'extraterrestres et fournir un témoignage parfaitement sincère, sauf que personne ne le croira. On mettra cela dans le même panier que celui des éléphants roses, même si c'est inflamant pour ce qui est de la Belgique. Les photos, bof, avec Photoshop, toutes les possibilités de falsification, hein, bon. Idem pour les vidéos, lesquelles peuvent même être trafiquées par des incrustations informatiques. Un huissier de justice, on dira à la solde des ufologues. Tout fera farine au moulin des sceptiques et autres zététiciens ou débunkers et fact-checkers. C'est à un point tel que l'on en viendrait bien à demander à ce que l'on modifie le principe de la charge de preuve, ce qui bien entendu ne peut pas tenir. Quant à l'anthropocentrisme, il nous oblige à tout rapporter à l'être humain ou à la religion, c'est-à-dire au dogme faisant appel à la foi, lequel est lui-même inacceptable sur le plan scientifique. Sur ce principe, si l'on envisage des exoplanètes, il faudrait toujours que ces habitants éventuels répondent à nos caractéristiques vitales, alors qu'elles pourraient s'appuyer sur un système non carboné. D'accord, c'est difficile à imaginer, mais jusqu'il y a peu, on avait difficile à imaginer même l'existence des exoplanètes. On en connaît à présent des milliers. Plus on imagine des extraterrestres aux caractéristiques différentes des nôtres, et plus cela paraît fantaisiste, alors que si l'on change simplement de système de base, on reste dans la cohérence, mais on perd en compatibilité, tout en perdant de vue que la même remarque vaut dans les deux sens. Comme je vous en faisais la démonstration en début de vidéo, l'un des autres problèmes, ici dans le cadre de l'ufologie, provient de l'information et de la déformation de l'information. D'abord parce que les extraterrestres ne sont pas forcément aussi extra qu'on le suppose, et qu'ils pourraient être intra ou même seulement antérieurs. Et si ce que nous appelons humains n'avaient pas été les premiers
sur Terre, ou bien si deux ou plusieurs courants de civilisation s'étaient développés de manière très différente et à d'autres rythmes en d'autres lieux. Alors, tout ceci nonobstant la conservation d'hypothèses extraterrestres qui viendraient tout compliquer en faisant joyeusement la nique au fameux rasoir d'Occam. Alors d'accord, quand on dispose de deux hypothèses, il faut privilégier la plus simple au détriment de la plus étriquée. Mais l'expérience des choses de la vie convaincront facilement n'importe qui de ce que quand les choses veulent se compliquer, elles n'ont pas leur pareil pour y arriver bien au-delà de nos craintes. Je vais encore vous citer une petite anecdote vécue. Nous étions allés, mon épouse et moi, il y a déjà bien des années de cela, à un spectacle de son et lumière dans la région de Ronquière, localité célèbre pour son plan incliné. Un spectacle haut en couleurs et fort en décibels qui m'avait inspiré une réflexion. Si un humain primitif avait dû voir ce genre de choses, qu'aurait-il pensé? Sans doute qu'il était face à une manifestation divine, la voix forte venant de nulle part, parce que bien sûr l'interlocuteur se trouve bien loin ou dans un studio, qu'il dispose d'un micro et d'amplificateur, ce serait la voix tonnante de Dieu. Les rayons lumineux qui éclairent violemment la végétation lui feraient penser à un buisson ardent qui brûle mais ne se consume point. Si la rencontre devait se faire dans d'autres circonstances, imaginez l'émoi et l'interprétation de notre homme des cavernes, alors qu'il lui faudrait encore attendre des siècles avant de penser à voler, il verrait un vaisseau atterrir et des gens en scaphandre en descendre. Venant du ciel, cela ne pourra qu'être une divinité, ou en tout cas une entité au pouvoir infiniment supérieur, non humaine et probablement divine, ou démoniaque, tout dépendant d'où viennent ces êtres ou comment ils font leur apparition. Nos pauvres hommes se prosterneront et obéiront, la peur au ventre. Une religion est née. Complètement fausse, et l'on s'emploiera d'ailleurs encore à la modifier au gré des besoins, mais avec la certitude de l'assentiment par la peur, sans perdre de vue toutes les possibilités de récupération à toute fin. Vous remarquerez au passage que la réelle apparence des êtres en question sera passée complètement inaperçue aux hommes primitifs en raison des scaphandres. Inaperçue ou très mal interprétée, pour peu que les époques soient différentes et qu'il existe des prérequis qui, basés sur le même système de différenciation ou non-différenciation, auraient assimilé symboliquement le type reptilien au mâle, le serpent symbole du diable, les symboliques arbitraires du haut divin et du bas diabolique, du bas ou de l'inférieur, du souterrain ou du sous-marin. Et une mythologie est née. Neptune, t'aurais pas une thune? Bon, évidemment, je fais dans la caricature, mais vous voyez comment un ensemble de fondements de toute une société pourrait être chamboulé. Donc, ne devient-il pas facile d'imaginer le développement de plusieurs sociétés vivant en parallèle et avec des interconnexions plus ou moins occultes et des sphères cloisonnées aux moyens totalement disproportionnés, n'ayant que très peu d'intérêt à ce que les choses changent jusqu'à un certain point. En effet, s'il devait advenir que certains, au cours de l'évolution évidemment, particulièrement fertiles liés à la sexualité débridée, devaient devenir envahissants, marrant concernant ceux que l'on appelle des envahisseurs, et qui, de surcroît, rendrait leur habitacle invivable à grands coups d'explosions nucléaires et d'autres polluants, on peut supposer que d'aucuns voudraient y mettre le holà, ce qui impliquerait d'en mettre pas mal dans l'au-delà. On peut imaginer, et l'on dispose d'éléments qui vont en ce sens, que des échanges auraient eu lieu entre les gouvernants d'une sphère et les dirigeants de l'autre, mais que les uns et les autres ne suivent pas du tout les mêmes principes de vie, les mêmes intérêts ou les mêmes philosophies, ce qui ne pouvait alors que déboucher sur un compromis tout à fait inacceptable dans lequel on aurait, faute de moyens de faire autrement, décidé d'appliquer la moins mauvaise solution. Et pour éviter que le problème se reproduise, il fallait y mettre des moyens de contrôle, des moyens déjà tout à fait à notre portée, d'autant qu'ils auraient partiellement été hérités du savoir de nos grands amis devant l'Éternel. Alors évidemment, il ne s'agit ici que d'une hypothèse qui vous paraîtra sans doute complètement délirante. Le problème, c'est que, aussi délirante soit-elle, elle colle parfaitement aux intérêts réciproques des sphères dirigeantes que j'ai évoquées, avec des principes totalement inadmissibles, mais faisant office de pis-aller. Quand on envisage le pis, il faut bien s'attendre à ce que ce soit vache. On supprime le problème de démographie galopante sans recours au génocide, ou du moins sans que l'on puisse le qualifier comme tel, d'autant que l'on se réfugie derrière une volonté salvatrice.
Avant que l'opération ne touche les opérateurs eux-mêmes, autant que ces derniers se remplissent les poches tout en supprimant celles de résistance. Le savoir étant le pouvoir, pourquoi ne pas le leur ôter? Les droits causant obstacle, supprimons-les. La liberté étant un droit, on sait ce que l'on en fera. La peur donnant des ailes, vous allez voir comment la population s'envolera. En cas d'échec, on leur coupera les ailes et plus dure sera la chute. Avec la réduction démographique, on diminuera naturellement le problème de la pollution. Avec l'identification systématique généralisée, la population sera pieds et poings liés et on espère diminuer la criminalité. Pour l'instant, c'est raté sur ce plan, mais ce n'est pas grave puisque cela sert les intérêts de qui vous savez. Vive les capteurs de la NASA, ceux que l'on peut trouver partout, y compris dans le corps humain. Tiens, à ce propos, lisez donc Quantum, le dernier de Patricia Cornwell. De la NASA, voyez-vous cela? En réduisant les libertés, on facilitera le passage de certaines lois abominables qui réduiront les libertés, mais prépareront aussi le monde de demain. Avec la loi de bioéthique, on pourra laisser tomber les belles-mères et se faire les chimères. La population infantile sera progressivement conditionnée afin de favoriser les milieux qui se seront montrés les plus collaborateurs. Merci aux nazis de s'être montrés novateurs en la matière, cela aura permis de donner un avant-goût. Laissez venir à moi les petits-enfants, n'est-ce pas? Privés de la protection parentale de toute façon soumise à la loi, au même titre que les intéressés, la porte sera grande ouverte. La porte vers le paradis, même si pour cela il faudra déclencher un enfer. Mais Sartre ne disait-il pas « l'enfer c'est les autres ». Raison de plus de se protéger des autres, ou de protéger les autres, puisque nous sommes tous les autres de quelqu'un. Bon, là-dessus, que faire? Il ne m'appartient pas de prendre les décisions à votre place. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je peux seulement vous dire quelles sont mes intentions. À vous de vous en inspirer ou pas. Parce que, après tout, il reste tout de même 1% de chance que je me trompe sur toute la ligne. Alors, pour ce qui me concerne, la décision a déjà été prise de longue date. Je n'irai pas au théâtre, et ça ne va pas me manquer il y a environ un demi-siècle que je n'y ai plus mis les pieds. Je n'irai pas en boîte de nuit, de toute façon je ne me reconnais plus dans la musique actuelle, et j'ai déjà donné 15 ans de ma vie aux discothèques, donc ça suffit. Je n'irai pas au cinéma, ni dans aucun rassemblement de personnes, mieux vaut être seul que mal accompagné, du moins tant que ce sera subordonné à condition. Je n'irai pas au restaurant, et encore moins si on me propose 50 € pour venir m'y sustenter, à condition que... Bref, boycott général, et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de postes sur lesquels je vais économiser tout en vivant pleinement et sainement. Il n'y a pas de problème tant que l'on vaque sainement à ses occupations. Il y a peu, quelqu'un m'a dit, de toute façon, quoi qu'on y fasse, tôt ou tard, cela arrivera. C'est-à-dire que ce que l'on peut redouter deviendra une réalité. Nos libertés seront réduites à leur plus simple expression ou subordonnées à condition. La confidentialité et la vie privée ne seront plus que des souvenirs. On saura en permanence où nous sommes, ce que nous faisons, avec qui nous sommes, pendant combien de temps, combien il reste sur nos comptes en banque, et l'on pourra s'y servir à distance, sans notre consentement. On ne pourra même plus tricher avec du travail au noir, à condition qu'il en subsiste, puisqu'il n'existera plus d'argent liquide, mais seulement du virtuel. D'une manière ou d'une autre, la population vivra dans l'esclavage. Faut-il le dire, cette situation est déjà bien en cours de réalisation et ne fera probablement que s'aggraver en dépit des promesses et autres perspectives du contraire qui ne sont finalement que des leurs. Beaucoup de Belges, déjà presque 1 sur 2, ont cédé au chant des sirènes. Et en parlant de sirènes, moi je ne peux que continuer de sonner l'alarme. Je refuse les phrases qui commencent par « de toute façon » parce qu'elles ne sont vraies que si on leur laisse le champ libre. Voilà, cette grosse capsule est à présent terminée. J'espère qu'au moins un Belge sur 2 l'aura comprise et j'espère aussi de vous avoir injecté quelques bonnes idées. À la prochaine, portez-vous bien. Salut!